Bourvil dans tous ses états, l'homme, le comédien, le chanteur et l'humoriste, c'est une série en 7 épisodes que nous vous proposons sur cet immense artiste. Sa passion de la musique, Bourvil l'exprime via la chanson. Que ce soit dans les films, dans les opérettes ou les pièces de théâtre, Bourvil ne peut entrer en scène sans chanter. Ses goûts musicaux, ses opinions sur la musique, Bourvil va nous les livrer aux côtés de ses deux fils, Philippe et Dominique Rimbourg, ainsi qu'aux côtés de ses amis. Deuxième épisode, la chanson. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet très intéressant. Je vais vous parler de moi. Bourvil dans tous ses états, la chanson. Toute ma vie, j'ai fait rire les gens. Même, ce qui m'avait frappé, c'est que lorsque j'étais jeune, je faisais rire les adultes à un point qu'ils perdaient l'autorité qu'ils devaient avoir sur moi. Et ça m'avait frappé. Et ça me faisait un bien de faire rire les gens. J'étais né pour ça. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Nous sommes à Paris en 1946 et Bourvil est considéré comme l'homme le plus drôle de Paris. Il se produit régulièrement dans les cabarets et dans les émissions radiophoniques. Les monologues, les sketchs et surtout les chansons font de Bourvil une vedette. Je serais obligé de faire les demandes et les réponses. Je serais obligé d'être l'intervieweur et d'être l'interviewé. Alors, je tâcherai d'imiter Bourvil. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que je ne suis pas toujours en forme. Enfin, on va voir. Bourvil, bonjour Bourvil. Asseyez-vous. J'allais m'asseoir à côté de la chaise, c'est bête. Oui, asseyez-vous. Vous êtes très drôle. Dites-moi, Bourvil, quels sont vos principaux succès de chansons? J'ai chanté à bicyclette. Ah oui, c'était très, très spirituel, très spirituel. Vous aviez beaucoup de calembours, je crois. Ah oui, je disais par exemple, nous nous guidons de bicyclette. Ah oui. Et les gens riaient avec ça? Ah oui, beaucoup. Ah bon, c'est très bien ça. Dites-moi, est-ce que vous allez faire l'abruti, l'imbécile toute votre vie comme ça? Mais je sais pas. Ça ne vous dirait rien de chanter une chanson intelligente pour une fois? Je veux bien essayer. Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour de France? Non, mais j'ai fait des tours, des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de Vélandardie. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Enfin, ça fait rien. Bon. Est-ce que vous avez commencé dans votre patin à faire, je sais pas, du spectacle ou... Oui, quand j'étais gosse, j'ai commencé à l'école communale. Oui. Est-ce que vous chantiez à ce moment? Oui, des chansons qui n'étaient pas pour mon âge d'ailleurs, mais enfin, j'ai chanté quand même. Et est-ce que à ce moment-là, vous aviez déjà commencé à jouer de la musique? Je sais que vous jouez de plusieurs instruments de musique. Ah oui, c'était mon dada, ça. Pour mes étoiles, je demandais toujours une mandoline, un accordéon, une harmonica. Oui. Vous avez joué aussi du piston, n'est-ce pas? Du piston dans la fanfare du pays. Ça m'est resté. J'en ai joué à Paris et j'en ai joué blanc comme neige. Vos chansons sont d'ailleurs très populaires ici, de même que vos monologues à la radio, chez les marchands de disques. Vous en avez créé combien environ? À peu près 25. Ouais, elles sont pas toutes bonnes, mais enfin, il y en a bien 2 de bonnes. Alors, quelles sont ces deux-là, d'après vous, celles qui rapportent le plus de succès?
Mais vous savez, un succès, ça dure très peu de temps, ça dure 6 mois, parce que la radio grille tous les succès, alors tous les 6 mois, il faut tâcher de retrouver un autre succès. C'est ça l'ennui. Ça oblige l'artiste à se renouveler, quoi. C'est durant les années d'occupation que Bourvil fait la connaissance d'Étienne Laurin, qui deviendra son ami et son accordéoniste. Michel Laurin, vous êtes le fils d'Étienne Laurin, qui était l'ami de Bourvil et son accordéoniste. Alors, une première question, comment Bourvil et votre père se sont-ils rencontrés ? C'est très facile. Ils sont pas de la même génération, puisque mon père était né en 13 et André en 17. Mais ils ont été mobilisés. Et au moment où les armées ont franchi la Loire et ont reculé jusqu'aux Pyrénées, et donc ils n'ont pas été faits prisonniers, mais ils étaient là en attendant d'être démobilisés. Et André animait dans son coin en faisant des imitations, faisant des chansons. Et mon père, à qui on avait prêté un accordéon, pareil, le soir, pour faire passer le temps au bidas, jouait. Et un jour, il y a quelqu'un qui a dit à mon père, écoute, il faut qu'on te présente, il y a un gars qui est vachement marrant, qui s'appelle Rimbourg, il faut qu'on te le présente. Et voilà, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et ils se sont plus quittés toute leur vie. Et ils ont tout de suite commencé à faire des chansons ensemble, à jouer ensemble ? Pas tout de suite, non, puisque après, quand ils ont été démobilisés, André est revenu à Paris avant de rentrer chez lui en Normandie. Il a galéré. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à composer ensemble. Mais André a galéré beaucoup. Il était prêt à repartir d'ailleurs chez lui comme boulanger, comme Miton, puisqu'il était boulanger. Et puis mon père l'a aidé. Comme André jouait un petit peu d'accordéon, mon père lui arrivait à cachetonner quand même, puisque il faisait des bals, il faisait des galas, il faisait des mariages, il faisait des choses comme ça. Et un jour, il y avait une chanteuse que les plus anciens doivent connaître, qui s'appelait Vordas, qu'on appelait la femme à barbe, parce qu'elle avait une très grosse voix, un peu masculine. Chante guitare pour mon cœur qui l'appelle, la sérénade des nuits d'amour si belle, et que ton charme ramène l'infidèle à nos étreintes, à nos folies d'un soir. Et mon père devait l'accompagner. Il a demandé à André, qui avait un accordéon, s'il voulait le faire, et ils l'ont donc accompagné à 2 accordéons. Ça permettait de mettre un petit peu de sauce. Et finalement, après, je crois que c'est Jean-Jacques Vital qui a repéré André dans un crochet radiophonique et qui l'a embauché. Mais enfin, ça a été assez galère pour tous les deux. Ils avaient heureusement un ami commun qui travaillait chez Fleury-Michon à l'époque. Les Halles étaient dans le centre de Paris. Et souvent, il y avait leur fille qui venait voir en disant « Papa, il veut vous voir ce soir ». En fait, c'est qu'il nous invitait à manger et puis il nous fournissait un petit peu de matières premières. Voilà. Alors, André est resté très, très simple, très fraternel et cette amitié est restée... Ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que les 2 femmes s'appelaient Jeanne. Ma mère s'appelait Jeanne et la femme d'André s'appelait Jeanne. Ils étaient vraiment amis. Les 2 femmes étaient amies intimes. D'ailleurs, Jeanne a disparu quelque temps après André dans un accident de voiture et ça a complètement bouleversé ma mère parce qu'ils se téléphonaient pratiquement tous les jours. Et oui, ça a été une amitié vraiment totale jusqu'au bout. Nous avions un bateau, ce fut bien le plus beau, qui navigua sur l'eau. Vieux frère, nos mains l'avaient construit, nos cœurs l'avaient poli, et Dieu l'avait béni. Vieux frère, gré de notre joie, armé de notre foi, il était toi et moi, vieux frère. Nous l'avions baptisé simplement l'amitié. Tu parles d'un voilier, vieux frère. Bourvil a plus de 200 chansons à son actif. Il en a écrites quelques-unes avec Étienne Laurin et la première porte le titre de « Reviens-dis ». Beaucoup d'autres suivront, comme la fameuse chanson « Les crayons ». Le titre exact, quand ils ont déposé la chanson à la SACEM, le
titre exact, je cite de mémoire, hein, c'était l'inconnu qui vendait des cartes postales, je sais plus, enfin ça faisait 2 lignes, le titre faisait 2 lignes, il y avait 2 lignes de titre dans la chanson, vous voyez. Je préfère quand même faire rire, parce que j'ai une étiquette de comique. J'ai débuté comme ça, j'ai toujours aimé faire rire. Même quand j'étais à l'école, l'instituteur me faisait chanter. Je lui demandais plutôt de chanter dans les fêtes, et je chantais toujours des chansons comiques. Mais j'ai toujours ressenti, même dans certaines chansons comiques, par exemple Les Crayons, l'histoire, que je la chante sérieusement, d'une façon drôle, mais sérieusement, l'histoire me touchait profondément. Et plus j'entendais les gens rire, plus au fond de moi-même j'étais triste, parce que je me dis vraiment, c'est vrai, on dit toujours qu'on rit du malheur des autres, et c'est tellement vrai que... Elle n'avait pas de parents, puisque elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue. Si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ça qui est triste. C'est triste quand même de ne pas reconnaître son enfant. Hein? Il ne faut pas de physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble, naturellement. C'était rue de Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier, voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, ne voulaient plus des crayons. Quand elle criait dans la rue, voulez-vous des crayons? Il disait à l'inconnu, tes crayons sont pas bons, c'est ce qui est triste. C'est triste ça quand même, elle avait plus de crayons. Forcément, elle se baladait avec son panier à découvert, n'est-ce pas? Alors, le vagabond, lui, il passait à côté de son panier, n'est-ce pas? Alors, avec sa main, alors, hop, il a pris tous ses crayons. Comme ça, elle n'en avait plus. C'est vrai qu'elle n'en avait pas besoin, puisqu'elle n'en vendait jamais, mais quand même. Un marchand de crayons en gros lui dit, viens chez moi, mon enfant. Je t'en ferai voir des beaux, je ne te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand. Et elle l'a senti passer, car elle en a eu un enfant. C'est triste ça quand même, d'abuser d'une inconnue comme ça. C'est vrai qu'elle a été faible aussi. C'est pas parce qu'il disait qu'il était... enfin, elle avait un enfant, quoi. Elle avait bonne mine. Si seulement elle avait une mine de crayon. Ben non, mais c'est ça qui la minait. Alors, elle l'a abandonné, son enfant. Puis qu'est-ce qu'elle a fait plus tard, cet enfant? Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ça qui est triste.
Votre père Étienne participait à l'élaboration des textes et Bourvil à celle de la musique, ou est-ce que c'était des rôles bien définis? Pas du tout. André faisait les textes et mon père la musique. Et Bourvil ne donnait pas d'indication en disant je voudrais quelque chose qui swing ou quelque chose? Non, je ne sais pas lequel faisait Je pense que c'est André qui faisait les textes et mon père mettait la musique dessus. Beaucoup d'années plus tard, ils travaillaient ensemble quand il y a eu les opérettes comme Wawa, comme des choses comme ça. Bon, je ne dis pas qu'André faisait la musique, parce qu'il était quand même musicien, il lisait la musique, il jouait très bien du cornet, il jouait très bien l'accordéon. Mais peut-être que là, ça modifiait un petit peu les deux, mais c'était quand même chacun leur spécialité. André écrivait très bien, parce qu'il avait eu, au certificat d'études, il avait eu une très belle mention dans le département, il était assez doué pour écrire, hein. Toutes les chansons du début, que ce soit les crayons, la tactique du gendarme, ou Péta la Bella, c'est le piston quand même, tout ça c'était vraiment tous les deux. Hein. Et après il y a eu d'autres paroliers, je me rappelle qu'il y avait un monsieur Laquier qui a fait des chansons, qui des paroles, toujours sur les musiques de mon père. Hein. Il y avait André Laquier, il y a eu aussi... après il y a eu beaucoup d'autres chansons, après dans la carrière d'André, il n'y a pas eu que des chansons de mon père évidemment. Hein. Eh bien moi la personne que j'aime, c'est une dame. Elle a beaucoup de talent. Elle s'appelle Gaby Verlor. D'ailleurs, quand on regarde mon catalogue de disques, on s'aperçoit que je l'aime bien, puisque j'ai enregistré au moins 5 ou 6 chansons de Gaby. Entre autres, Ma petite chanson, Mon frère d'Angleterre, ainsi que Heureusement qu'il y en a, et Nous vieillirons ensemble, qui sont également sur le dernier disque. Aujourd'hui, Gaby est là, j'ai le plaisir de vous la présenter. Elle va vous chanter une chanson que j'ai enregistrée aussi. Une chanson qui est très jolie, qui a beaucoup de cœur, qui s'appelle Le petit bal perdu. À vous, Gaby. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, il dansait dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien.
Il a travaillé avec, entre autres, Saint-Granier, puis bon, des noms de l'époque que malheureusement je ne saurais pas vous dire comme ça. Pascal Delmotte. Mais un autre grand musicien, ça c'est dans le courant des années 60, qui est venu lui proposer une chanson, c'est Michel Berger. Michel Berger était tout jeune, je crois qu'il avait 19-20 ans, quand il est venu trouver Bourvil pour lui proposer une chanson qui s'appelle Les Girafes. Et Bourvil croyait beaucoup en la jeunesse. Et il a interprété, la chanson lui plaisait, et c'était pas une chanson comique, bien loin de là. Il a accepté, il a chanté cette chanson de Michel Berger. Les girafes au long cou se promènent dans l'été brûlant, si lentement. Le soleil est encore loin d'elles et leur cou est encore trop court. Elles courent comme des gazelles pour l'attraper. Les girafes au long cou se promènent dans l'été brûlant, si lentement. Et cette herbe qui monte si haut, c'est si bon de marcher dedans, de courir vers le grand étang, boire un peu d'eau. Bourvil collabore aussi, entre autres, avec Roger Pierre, que ce soit pour les monologues, comme par exemple la célèbre causerie anti-alcoolique, ou pour les chansons. C'est Jean Richard qui avait engagé Bourvil pour jouer au Canada avec les Burlesques de Paris en 1950. Et il est venu avec son épouse. C'était un couple très uni, charmant. Et il avait des goûts très modestes, Bourvil. Je gagnais 7,50 $ par jour, des dollars canadiens. Alors, je fréquentais des petits restaurants, le Dîne Timour, rue Saint-Denis. Et je retrouvais presque tous les jours Bourvil, parce qu'il avait les mêmes goûts que moi, des goûts tout simples. Je vais vous raconter une anecdote formidable. Dans ce Dîne Timour, un jour il me fait « Roger, on va aller avec ma femme prendre un chocolat, hein, ou du thé ?» C'était l'après-midi, c'était au mois de janvier 1950, il faisait au moins -15 dans la rue. Alors on parlait comme ça très gentiment, et pas des étudiants. Il y avait une sortie d'université. Et tout, c'est Bourvil, regarde donc voir, c'est Bourvil. Le patron a peur, il fait doucement, vous allez casser les glaces. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On voudrait des autographes. Bon, des autographes, d'accord. C'est très bien l'accent. Vous allez rentrer 2 par 2. Hein? Et puis dans le silence et dans le calme, ça je fais tout le monde dehors. Alors, les étudiants, il faisait -15 dehors. Et les étudiants rentraient par 2. Et Bourvil s'est mis à signer. Moi, je n'étais pas connu, alors je regardais, je buvais mon thé. Et alors, Bourvil signait. Et dans la rue passe Jean Richard, avec un petit chapeau rond. Il voit Bourvil, il voit la scène, et il me fait de loin. Et il se met avec les étudiants. Il enlève son chapeau, et il avance avec les 2 rangées. Là. Il arrive à Bourvil, il donne un petit papier, il me fait. Bourvil signe, madame, monsieur. Richard se redresse, lit le petit papier, et Bourvil avait écrit dessus « Grand con ». On piège pas Bourvil. Roger, fais-moi une petite chanson. J'en ai assez de jouer les paysans. Alors là, je voudrais être un ouvrier. Un ouvrier? Oui, je voudrais être un ouvrier. Tu vois, comme Montan. Oui, Montan. Dans mon usine de Puteaux, on peut dire que j'ai le bon boulot. Je voudrais ça. Alors, je vais téléphoner. Allô, Dédé? Oui. Plombier zingueur, ça te plairait? Oh oui, ça marche. Alors, il a créé la chanson au Vélodrome d'hiver pour le départ des derniers 6 jours. Je crois que c'était en 52 ou 3. Et il m'a téléphoné à minuit. Roger, j'ai chanté la chanson juste avant le départ. Alors, ça marche. Je suis un petit gars, plombier de zingueur. Je fais des semaines, 48 heures. Et j'attends que les dimanches s'amènent pour emmener ma grosse Germaine. Ou bien une autre, ça revient au même. Mais moi je préfère quand même m'émène à qui qu'un jour fougueux j'ai dit si qu'on allait se promener chérie
à Joinville-le-Pont. Pom, pom, tous deux nous irons. Ron, ron, regardez Guinchet, chez jeune. C'est bien chez jeune, si le cœur nous en dit, dit, on pourra aussi, si, se mettre à Guinchet, chez jeune. Dominique Rimbaud, vous êtes le fils aîné de Bourvil et de Jeanne Le Fric. Vous lui avez donné la réplique dans une chanson, Les Matelassiers. C'était votre désir ou le sien ? Je suis vraiment étonné que vous sachiez ça. J'ai donné la réplique par hasard. Vous savez, les histoires se font comme ça. J'ai donné la réplique parce que j'étais là, dans le studio. Dominique Rimbaud. Et donc, il manquait quelqu'un pour donner la réplique. Donc, c'est moi qui ai été appelé à donner la réplique. Les nécessités font loi. En plus, c'était pas une réplique phénoménale. Donc, mais j'ai donné la réplique simplement parce que j'étais là. C'est les hasards de l'histoire. Les Matelassiers. Salut! Ah, salut! Ça va? Ça va? Et toi, le matin? Oh! Amusant! La prochaine fois, c'est moi qui vous le dis, hein? D'accord. Bon. Parmi les chansons, alors c'est curieux, mais ce que j'aime, moi, ce sont les chansons du début. La fantaisie, l'espèce de jaillissement de plaisanterie des chansons du début. Il osait véritablement tout. Il y a une chanson qui s'appelle Grafouille-moi, où à un moment donné, il fait semblant de se tromper, et au lieu de chanter les paroles de la chanson, il chante la facture du plombier. Et ça passe. Il y a une autre chanson qui s'appelle Idylle ou Aubade, je ne sais plus exactement, et là, il fait semblant d'être en retard par rapport à la musique. Et à chaque fois que le refrain s'arrête, il dit « Mais attendez-moi, c'est agaçant », et il se dispute avec les musiciens. Il y a une facétie extraordinaire, et puis alors, il y a des choses qu'aujourd'hui on ne comprend pas, mais il y a des parodies de chansons d'Édith Piaf de l'époque, Arrêtez le cafard. Ça a été repris aussi par Annie Cordy dans La Route fleurie, où elle chante, à l'époque c'était Édith Piaf chantait Padam Padam, et Annie Cordy chantait Tagat Tagat Soin Soin. Et il y a une drôlerie, puis surtout une fantaisie qui est dans toutes ces chansons extraordinaires. Donc moi, ce sont ces chansons-là qui me plaisent le plus. Tu es belle, tes yeux sont bleus, ta robe est verte, mais ne reste pas la bouche ouverte. Voilà la chanson. Donc, et arriver à faire une chanson avec des paroles aussi niaises. Et il y a une espèce de mise en avant de la niaiserie avec en même temps un double registre qui consiste à dire je suis pas aussi bête que j'en ai l'air et je m'amuse du fait que vous me considériez comme un imbécile. Et je crois que l'essentiel du ressort comique est aussi là, quoi. Nous nous sommes connus un 1er mai. C'était par une très belle journée de pluie. Flic-floc, floc-flic, flic-floc, comme il pleuvait. Et je n'avais pas... Ah là là, ça va vite, j'ai pas le temps de prononcer. Je n'avais pas de parapluie. Oui, mais heureusement pour nous, ma chère, que moi, eh bien, j'en avais pas non plus. Et c'est pourquoi, sous la même porte cochère, je t'ai rencontré. Fresne et l'orchestre, voyons, je t'ai rencontré et tu m'as plu. Maintenant je vois que papa avait raison quand il me disait que pour Samy on serait capable de faire de la prison, ou même encore l'on donnerait sa vie. Chérie, tu te souviens de nos folies au cinéma tout un après-midi, caresses, douceur et des baisers. Oh, on voyait le même film. Oh, elle est mal faite cette chanson, hein. On voyait le même film sans s'enlacer. Et puis, gentil, tu me disais le soir, tous deux, chaque minute semble des heures, pouvoir vieillir sans s'en apercevoir. C'est tout le secret. Oh, j'aurais dû en chanter une autre, non? Le secret du vrai bonheur. Hélas, 2 jours après, tu m'as quitté en me prenant toutes mes économies. Alors, aigri, j'achetais mes accrédits. Un peu de poison, ah là là, c'est pas rien, un peu de poison pour te tuer.
Oui, mais j'ai mis longtemps à te retrouver. Et mon poison s'étend tout éventé. Je pris mon grand fusil d'un air farouche. Mais tu m'avais volé. Tu m'avais volé toutes mes cartouches. Saisissant mon couteau et furibond, j'ai voulu te tuer, mamie, mais j'ai eu peur de faire de la prison. Et c'est pour ça que t'es encore en vie. Elle l'a échappé belle. Philippe Rimbourg, vous êtes le second fils de Bourvil et de Jeanne Le Fric. Quelle musique écoutait-il? Musique classique? Oui, un peu de musique classique, mais principalement de la musique de variété, quoi. Ce qu'il aimait, c'était la chanson, c'est-à-dire un message assez bref, court, et qui a le mérite de trotter dans la tête de ceux qui les écoutent et de les accompagner au quotidien. C'était principalement la variété qui l'intéressait. Il y a des chanteurs qui l'écoutaient beaucoup? Alors, il couvrait un spectre très large. Alors, bien sûr, votre compatriote Jacques Brel, puis aussi Brassens, Salvador, qui a été très grand succès en matière de chansons. Et puis peut-être écoutait-il aussi des chanteurs de l'entre-deux-guerres qui aujourd'hui sont un peu oubliés, quoi. Est-ce qu'il vous a transmis ce goût pour la musique? Est-ce que vous avez vous-même appris un instrument? Alors oui, ça faisait partie des enseignements qu'il souhaitait transmettre, et il souhaitait qu'effectivement on soit instrumentiste. J'ai pour ma part moyennement répondu à cette volonté, et aujourd'hui je suis un piètre instrumentiste. Je n'ose même pas le dire que je suis instrumentiste du tout. Et bon, c'est un précepte, un souhait qui n'a pas trouvé d'écho, quoi. Mais il y avait la volonté, effectivement, de transmettre la connaissance de la musique. Je crois que dans un premier temps, il s'agissait d'écouter la musique et d'avoir un certain goût pour la musique, savoir un peu l'analyser et la comprendre. C'était ça le principal objectif. C'était pas du tout un objectif professionnel quel qu'il soit. C'était d'avoir du plaisir en écoutant de la musique, c'était ça. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson perdure? Qu'est-ce qui fait son originalité? Voici ce que Bourvil en pense. Il n'y a pas un style, à mon avis, défini, la chanson. Ouais. Puis les sujets des chansons sont toujours les mêmes depuis que les chansons existent. Il y a des sujets qui reviennent, traités différemment. Et les chansons ont un sens nouveau par une nouvelle interprétation ou un nouvel auteur, un nouveau compositeur. J'écoute avec plaisir certains succès d'il y a 10 ans. Il y a, à mon avis, des choses qui vieillissent, ce sont les orchestrations. Les orchestrations, par exemple, quand vous entendez un disque d'il y a 20 ans, il y a certaines orchestrations qui vous choquent. Mais la façon dont elle est construite est sensiblement la même que celle d'aujourd'hui. Scotto a des chansons qui n'ont pas vieilli. Et dans les nouvelles chansons, je veux dire, il y a des grands de la chanson comme Trenet et Brassens qui écrivent des chansons qui paraissent avoir toujours existé. Brassens a écrit des chansons qui nous semblent folkloriques, vous comprenez, tellement... on n'a pas l'impression qu'elles sont nouvelles, tellement elles sont écrites avec beaucoup de talent. Voilà. Un monsieur qui tient la tête, enfin la vedette, pendant 15-20 ans, en écrivant des chansons, comme c'est le cas de Trenet, c'est un monsieur, enfin à mon avis, parce que c'est difficile. Les ans pèsent sur vous et on aurait tendance, en vieillissant, de faire démoder. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Moi, c'est différent parce qu'il faut que je fasse rire. Alors, je dois faire rire parfois avec opposition à quelque chose. Si la mode, par exemple, est au... Je dis n'importe quoi, est au swing, par exemple. Bien, moi, si avec une chanson faussement swing,
je fais rire. Si demain la chanson est au mambo, je chante un mambo aussi et je fais l'amateur qui est, comment dirais-je, qui ne peut pas arriver à avoir ce rythme, alors il est ridicule. Moi, je fais rire par opposition selon les modes. Les Jaloux, c'est uniquement drôle. C'est une charge d'une chanson, mélo. C'est une chanson dramatique comme on en faisait il y a 30 ans. Et c'est quelque chose qui vous plaît bien? Oui, parce que ça m'amuse. Ça me rappelle exactement ma jeunesse dans les communions, dans les noces. Quand on disait à l'oncle Jules de nous chanter quelque chose, il se levait et il nous chantait... attends, comment il chantait? Petit père qui est dans les nuages, tout là-haut dans les cieux. Sans doute qu'il était bien sage, on l'a gardé près du bon Dieu. C'était le ballon rouge, je crois que ça s'appelle. Et ça, c'est une charge de ces chansons-là. Ces chansons que vous avez entendues dans votre jeunesse, probablement. Ah oui, quand vous étiez encore à la campagne. Ah oui. Il faisait des chansons aussi sur des événements tristes ou des événements gays. Je me souviens en 26, quand Lindbergh a traversé l'Atlantique. Ils avaient fait une chanson là-dessus. Et alors là, ça avait un air guilleret. Et ça faisait « Un jeune Américain, nom d'un chien, a vaincu l'océan avec son petit monoplan. » De toute façon, c'était des chansons qui avaient un caractère. Mais si c'est interprété par un personnage comme le bien, ça devient drôle, non? Bien sûr. Et Les Jaloux, c'est un peu ça, quoi. Alors, pour en avoir une illustration, est-ce que nous pouvons l'entendre? Mais avec plaisir. Une pure enfant pour sauver de la faillite, ses bons parents accepta comme époux. Un riche banquier qui depuis qu'elle était petite l'a convoité avec un air jaloux. Mais depuis qu'elle nageait dans l'opulence, elle sanglotait d'un geste machinal, car elle aimait en secret, en silence, un beau jeune homme à l'œil sentimental, couverte de bijoux, de champagne et de foie gras. L'époux, les pieds jaloux, mais elle pensait tout bas. Les jaloux, les jaloux, ont parfois l'humeur tracassière quand ils jouent, avec vous. L'œil en colimaçon, tout rempli de soupçons, derrière la paupière. Méfiez-vous, quand ils vous posent des questions singulières. Où vas-tu? D'où viens-tu? Dis-moi tout, ou je casse tout. Car les jaloux ont la moto. Bourvil aurait parfois aimé changer de genre, mais il ne l'a pas fait pour ne pas décevoir son public. Le public évolue forcément, parce que le public est gâté maintenant. Il ouvre un bouton de sa radio, de sa télévision, il a les plus grands orchestres du monde. Alors il devient connaisseur. C'est comme celui qui... Moi, quand je suis arrivé à Paris, j'avais jamais bu de vin. On m'a donné n'importe quel vin. J'aurais dit, ça va. Mais maintenant, j'en ai bu et je sais à peu près lequel est le meilleur. Et dans la musique et dans les arts dramatiques, il me semble que c'est la même chose. Celui qui fréquente ces milieux devient connaisseur et le public est... En ce qui me concerne, je suis classé comme comique. Et moi, j'adore faire rire. Je ne peux que faire rire ou alors... si je peux, émouvoir. Mais je n'ai pas de place pour un genre intermédiaire. Vous comprenez, je ne peux pas avoir le charme d'un Bécaud ou d'un Montand. Moi, je dois ou faire rire, ou faire pleurer, si toutefois je le peux. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 non,
il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Bourvil a aussi enregistré des poèmes de Camille François qu'il récite avec ou sans accompagnement musical. Ça vous fait rien de pas bousculer. Le trottoir il est bien tout le monde. C'est pas parce que la terre est ronde qu'il faut vous rouler sur mes pieds. Moi aussi je veux la voir la mariée. Bon, on la verra tous les deux. Il suffit de se tasser un peu et ça se goupille sans s'imagrer. Faites pas de bruit, j'écoute la musique. Ils se sont payés du Beethoven. C'est dommage que le grand paravent il fasse un petit peu hermétique. Sans ça, je crois qu'on entendrait tout. Enfin, faut pas demander le Perrault. Attention, attention, les voilà. Oh, parce qu'elle est belle, la poupée. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Vive la mariée, vive la mariée. Le marié, sûrement qu'il en revient pas de sentir poser contre son bras une petite main aussi légère. Pourvu qu'il ait la bonne manière pour la conduire comme une amie, tout là-bas, jusqu'au bout de la vie. Pour un peu, j'irai lui parler. Je lui dirai, puisque tu as la chance de posséder un tel trésor, fais attention, joue pas au fort. Quand c'est dans les mains que ça vous passe, il suffit d'un rien pour que ça casse. Regarde-la. Avec son voile blanc. C'est comme un ange, tant qu'elle est belle. Un ange, vu que ça a des ailes, ça peut facilement foutre le camp. Tâche de la tenir contre ton cœur. Et s'il lui fait une belle musique, comme elle trouvera ça magnifique, elle n'en écoutera pas ailleurs. Qu'est-ce que j'ai à raconter, moi? C'est pas moi le père du marié. Vaut mieux reculer et faire de la place. Faut saluer, c'est la joie qui passe. Vive la mariée! Vive la mariée! Tout le monde est parti. C'est fini. Moi, je me demande avec envie quand c'est donc qu'il viendra mon tour de montrer à tous les badauds qu'il y a une fille qui m'a trouvé beau et qui a bien voulu que notre amour il soit pas une passade d'un jour. Et je suis là devant cette grande église à répéter toutes mes bêtises comme si le bon Dieu dans sa maison il pouvait entendre mes raisons et m'envoyer une demoiselle avec un voile tout en dentelle, un voile si blanc, si beau à voir qu'il couvrirait tout le côté noir où ce que mon cœur fait sentinelle. Je crois pourtant pas que ça arrivera.
les gens comme nous, on est des gars pour applaudir les réussites. Faut qu'il y en ait des deux côtés. À part ceux qui doivent profiter, il y a ceux qui doivent se contenter de pousser des bravos à la suite. Alors, comme je crois que c'est mon cas, et qu'un autre emporte à son bras la femme que j'aurais désirée, ben, même si ça me fout envie de chialer, tant pis. Je vais continuer de crier « Vive la mariée! Vive la mariée! Vive la mariée !» Vive la mariée. Bourvil ne pouvait monter sur scène sans chanter. C'est ce que nous confie son amie Pierrette Bruno. Pierrette Bruno, vous avez écrit une bien émouvante chanson dédiée à Bourvil. Oui, j'ai voulu m'adresser à lui dans une chanson parce que tout le monde a rendu hommage au grand acteur qu'il était. Mais moi qui l'ai bien connu, je sais qu'au fond de son cœur, sa vraie passion, c'était l'accordéon de ses débuts, c'était la chanson. D'ailleurs, il n'a jamais accepté de monter sur une scène sans chanter. C'est vrai. Oui. Et la première question qu'il m'a posée, avant que je le connaisse au téléphone, c'est « Est-ce que vous chantez ?» Alors je lui avais répondu « Oui, dans mon bain, exclusivement ». Alors il m'avait dit « Tant pis, vous ne chanterez pas ». Et puis les répétitions de l'opérette Pacifico ont commencé. Et tous les jours, il revenait à la charge. « Vous voulez pas essayer de chanter quelques notes ?» Alors je lui disais « Non, André, c'est pas possible. Parce que nous autres, les méridionaux transplantés dans le Nord, nous avons de la trachéite. Et alors, quand je chante, j'ai un petit graillon. » Et il me plaisantait, il me disait que ma destinée fatale, c'est d'avoir le graillon. La chanson d'Étienne Lorrain. Étienne Lorrain qui tout à l'heure nous rappellera quelques-uns des succès qu'il a composés. Oui, les crayons justement, son premier succès, et puis la tactique du gendarme, et puis aussi un air qu'il aimait beaucoup, ce petit air-là qu'il a chanté dans La Bonne Planque avec Pierrette. Puis un jour, il a réussi à m'amener chez Jo Moutet, Jo l'Auvergnat, encore un accordéoniste, qui avait composé la musique de Ô Casimir, Ô Capucine, notre premier duo. Alors pour écrire ma chanson Souvenir, je suis retournée chez Jo Moutet. Je lui ai demandé de composer la musique à l'accordéon. J'ai fait la route à l'envers et il m'a semblé qu'André est toujours parmi nous. Sur un air d'accordéon, j'ai fait cette chanson. Car s'il existe un chemin pour aller te parler, l'accordéon, ton copain, saura bien le trouver. Tu es parti au pays d'où l'on ne revient pas, d'où l'on ne revient pas. Cette vie que tu aimais, qui t'avait tout donné, un jour s'en est allé. Bourvil dans tous ses états, deuxième épisode, La chanson. Réalisation Cécile Posse, montage et mixage Pierre Devalet. Une émission réalisée avec les archives de la RTBF, de Radio Suisse, de Radio-Canada et de l'INA. Merci à Dominique et Philippe Rimbourg, à Bruno et Vincent Taloche, à Jean-Pierre Mocky, à Annie Cordy, à Michel Laurin et à Pascal Delmotte. Tu es là, tellement présent, qu'il m'arrive parfois de chanter avec toi. Oh, Capucine. Casimir, je revois ton regard bleu, ton nez un peu tordu et ton air ingénu. Mais surtout j'entends ton rire, ton grand rire enfantin. Alors ça me fait rire et j'y viens mêler le mien. Est-ce que tu te souviens comment on s'amusait bien? Puis quand le rideau tombait et qu'on t'applaudissait, tu serrais un peu ma main en disant simplement ça va, ils sont contents. Car leur joie était ta joie, tu as vécu pour ça et ils le savent bien. Tu peux en être certain, ils ne t'oublieront pas, t'as pas vécu pour rien. Tu es là, toujours présent, le soir à la télé, tu viens les retrouver. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ils revoient ton regard bleu, ton nez un peu tordu et ton air ingénu. Ils entendent encore ton rire, ton grand rire enfantin, alors ça les fait rire. Et je sens ta grosse main serrer un peu
peu ma main et ça me fait du bien. Oh, Capucine. Oh, Casimir. Je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien. Douce, si douce est la vie. Douce, plus douce est mamie. Savais-tu, savais-tu, savais-tu que la nuit des petites étoiles dansent auprès des nids? Savais-tu, savais-tu que de leurs étincelles elles réchauffent un peu les oiseaux endormis? Douce, si douce est la vie. Douce, plus douce est mamie. Savais-tu, savais-tu, savais-tu que la nuit le vieux hibou s'ennuie de n'avoir pas d'amis? Savais-tu, savais-tu, savais-tu que son cri fait pleurer la forêt comme les tout petits? Douce, si douce est la vie. Douce, plus douce est mamie. Et je sais, et je sais, et je sais que la nuit t'aurais peur si mes bras ne te servaient d'abri. Et je sais que j'aurais peur aussi si tu ne voulais pas être toujours mamie. Douce, si douce est la vie. Douce et plus douce est mamie. La